Eh bien, chers collègues, chers étudiants, donc Monsieur Philippe Mérieux, mon cher ami Philippe, Monsieur le directeur de CMEA, alors le directeur de FER ESS, voilà, et surtout bienvenue à tous les étudiants et étudiantes qui sont ici dans cet amphi pour entendre, j'ai envie de dire une fois de plus encore Philippe Mérieux, mais on n'en a jamais assez d'entendre Philippe Mérieux, surtout dans le monde dans lequel on pense que cette parole qui interroge les questions d'égalité, de liberté et de fraternité en éducation, elles sont absolument indispensables. Je ne sais pas pourquoi, je pense que tout le monde aura compris. Donc, je suis heureuse de vous accueillir à la faculté d'éducation. Je ne sais pas si les étudiants de Paul Valéry connaissent la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. C'est l'ancienne IUFM de l'Académie de Montpellier, mais qui s'est reconfigurée d'une façon un peu particulière et qui accueille bien sûr les masters MEF premier degré, une partie du master MEF second degré, et en partenariat avec les composantes, et notamment avec pour des gros partenariats, certains masters MEF second degré, pour lesquels nous travaillons donc en didactique, pédagogie, éducation. Voilà. Alors, aujourd'hui, si j'ai bien l'enjeu de cette rencontre, qui s'inscrit dans nos partenariats historiques avec les CMEA, il s'agit de permettre à Philippe Mérieux d'intervenir autour des questions d'éducation populaire, et je pense que c'est vraiment un enjeu fort parce que l'école ne peut pas tout faire, c'est évident, et à côté de l'école, qui va créer des tissus éducatifs dans la rétablir une égalité démocratique, c'est bien sûr l'éducation populaire. Alors évidemment, en premier lieu les CMEA, mais pas que, d'autres institutions peuvent permettre ce travail qui s'est un peu distendu depuis 20 ans, 25 ans. Les associations ont de plus en plus de mal à faire vivre ça, et on voit bien que pourtant c'est une nécessité pour installer, on parle beaucoup de tissu économique, moi je trouve qu'on devrait installer un tissu éducationnel, et c'est bien entendu le rôle premier d'une faculté d'éducation de vous accueillir, donc j'ai beaucoup de plaisir. Voilà, alors je vais juste, et puis après je laisserai la parole aux organisateurs de cette réunion, parce que nous ne sommes pas organisateurs, nous accueillons, nous offrons, nous ouvrons cet amphi. Simplement rappeler un ou deux de nos partenariats. Alors avec les CMEA, bien sûr, nous sommes en lien depuis 3 maintenant, avec les mercredis des savoirs, une manifestation qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai été une des chevilles ouvrières avec Louisa et d'autres de cette manifestation quand j'étais directrice adjointe de cette maison en charge de ce dossier. Donc les mercredis des savoirs, c'est justement une forme d'éducation populaire, des conférences débats qui visent à vulgariser, je n'aime pas cette expression, à valoriser les savoirs scientifiques et à les mettre en débat dans la société. C'est une question clé en ce moment, les relations scientifiques. Donc, les mercredis des savoirs participent de cet positionnement. La dernière manifestation a été une vraie réussite. Elle traitait des questions à la fois film d'éducation et éducation populaire, et à la fois printemps des poètes. Alors, pour la maître de conférence en littérature, un vrai régal. La prochaine est organisée le 23 mars. Je n'ai pas noté, j'ai peur de me tromper. Le 23 mars, nos conférences sont maintenant toutes en webinaire, et elle interrogera les questions de santé et de sport, du rapport entre la santé et le sport. Autre question forte dans notre métier. Et la dernière, qui a lieu, je crois, le 19 mai de mémoire, sera autour de la question de la société inclusive, autre problématique forte en éducation, avec un travail sur l'autisme avec Monsieur Chauvanet, qui est plutôt connu. Merci Madame Perradoucet, chère Agnès, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Donc, je suis François Moreau, le directeur des CMEA Occitanie. En quelques mots, les CMEA, c'est un mouvement pédagogique qui est né en 1937, à une époque où on pressentait, on voyait qu'il y avait une précurseur d'une guerre à venir, à une époque où on s'était interrogé quelques 15 ans avant, et à cette période, sur les questions d'hygiène notamment, et on réfléchissait à améliorer les conditions d'hygiène, et à une période où aussi
on réfléchissait au temps libéré de l'enfant et de l'homme. Et tout ce mélange a fait effectivement qu'en 1937, des militants se sont regroupés. Philippe en parlera peut-être, mais c'est le moment où l'éducation nouvelle a rencontré l'éducation populaire, et de ça a fait les CMEA. Et près de 90 ans après, eh bien, nous sommes des enseignants, des animateurs, des éducateurs, des artistes, des professionnels de l'éducation ou du travail social, et nous réfléchissons à un projet de société, et nous agissons aujourd'hui à travers des expérimentations éducatives, sociales, culturelles, et nous sommes également un organisme de formation reconnu dans les métiers de l'éducation, de l'animation et du travail social. Nous contribuons à la formation professionnelle continue des personnels de l'éducation nationale, et en particulier des enseignants et aussi des AESH. Voilà, je ne vais pas vous en dire vraiment plus, mais vous pouvez nous retrouver. On est présent à Montpellier. On a un site très accueillant voilà, si vous souhaitez nous rejoindre sur des actions comme le Festival du film d'éducation, les Mercredis des Savoirs et d'autres événements qui s'adressent à les énumérer. Je ne vais pas être plus long, mais je me réjouis de cette manifestation parce qu'elle croise quand même, alors vous l'avez rappelé, une envie de travailler ensemble sur le long terme avec la faculté d'éducation, mais on accueille également avec plaisir des étudiants de l'université Paul Valéry. Et on a plaisir aussi à travailler. Hier, on discutait avec Delphine Valade et on souhaite effectivement établir de nouveaux liens avec Paul Valéry sur d'autres filières, AES, économie sociale et solidaire, et d'autres filières. Et puis évidemment, ce beau partenariat avec FAIR IRTS, on va faire de plus en plus de choses ensemble. L'IRTS et les CMEA sont nés dans les années, alors CMEA c'est les années 30, mais début des années 90 pour l'IRTS. Les CMEA sont cofondateurs de l'IRTS, et depuis, on travaille de plus en plus ensemble, et on va vous proposer de plus en plus de missions. Merci à vous de nous accueillir. Puis je vais laisser la parole à Louisa, que je remercie une fois de plus pour son investissement. Alors cette année, cher Philippe, eh bien, on n'est pas en visio, parce que l'an dernier, c'était très frustrant, parce qu'on avait fait une énorme... Oui, c'est en visio, mais ce n'est pas qu'en visio, parce que l'an dernier, on avait été quelques happy few présents dans une petite salle ici, et il y avait beaucoup de monde à la conférence, mais c'était surtout derrière un écran. Donc, je salue ceux qui sont derrière leur écran, mais on a quand même le plaisir de se voir en vrai. Et d'ailleurs, on va pouvoir développer dans la conférence des formes, en tout cas à l'équipe d'organisation et à Louisa en particulier. Merci. Donc, bienvenue et re-bienvenue. Je ne vais vraiment pas faire long, juste pour vous dire que c'est une conférence qui porte sur éducation populaire et politique, et que du coup, on va faire des méthodes actives. Je passe Bien, bonjour à toutes et tous, ceux et celles qui sont dans la salle, mais aussi ceux et celles qui vivent en vidéo. Il y en a quand même un certain nombre. Merci de votre présence, merci à la faculté d'éducation d'accueil, merci aux différentes institutions d'avoir pu organiser cette manifestation ce matin, qui est aussi une rencontre, qui est d'abord une rencontre entre des personnes issues de différents horizons et qui vont s'efforcer de travailler ensemble autour de cette thématique de l'éducation populaire aujourd'hui. Alors, je vais commencer cette matinée par un exposé qui ne sera pas très long, mais qui sera d'un exercice, entre guillemets, où vous serez mis individuellement et collectivement à contribution. Et puis, dans une troisième partie, nous aurons un échange que j'espère le plus fécond, le plus interactif et avec le plus de dialogue. Alors, je vais donc commencer par une remarque liminaire autour de l'éducation populaire. L'expression éducation populaire, on ne sait pas très bien quand elle est apparue, probablement dans l'entre-deux-guerres et probablement dès les années 1920-1930. Alors, l'entre-deux-guerres, pour nous, l'entre-deux-guerres mondiales, c'est évidemment très loin, aucun d'entre nous n'était né à cette époque-là, fort heureusement, mais il faut peut-être nous replonger un instant dans ce qu'a représenté pour le XXe siècle la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 1914-1918, une véritable boucherie, des millions d'hommes et de femmes, des jeunes en particulier qui avaient été pourtant instruits dans les écoles primaires, sont massacrés sur les champs de bataille. À la suite de cet événement particulièrement traumatique, un certain nombre d'éducateurs, d'intellectuels, issus de mouvances extrêmement diverses. Il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des francs-maçons, il y a des théosophes, il y a des rationalistes, il y a des spiritualistes,
socialistes. Il y a des gens qui appartiennent à une multitude d'obédiences politiques et idéologiques. Un certain nombre d'éducateurs se réunissent en 1921 dans la ville de Calais. Alors à Calais, pourquoi? Parce que c'est un peu un épicentre. Il y a beaucoup d'Anglais, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne qui n'est pas loin, il y a la France. Un épicentre des massacres de la guerre de 14. À Calais, tous ces gens-là vont faire serment ensemble de militer pour une éducation à la paix, avec un slogan qui est « Plus jamais ça, plus jamais une guerre comme cette guerre abominable qu'a été la guerre de 1914-1918. Plus jamais ». Ils fondent à ce moment-là la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, dont ils pensent qu'elle va pouvoir contribuer à la paix par une éducation qui sera en mesure d'éveiller tous les enfants à la solidarité. Cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle regroupe des gens, une multitude de sensibilités. Elle n'est pas uniforme en termes, je disais tout à l'heure. À Calais, il y a quelqu'un comme Alexander Sutherland Neill. Neill, vous le fondateur de l'école Summerhill. Neill, c'est un libertaire extrêmement remuant, provocateur. Mais il y a aussi Maria Montessori. Maria Montessori n'a pas pu venir elle-même. Elle a envoyé quelques-unes de ses... Maria, à l'époque, ne s'occupe essentiellement que de catéchèse. Neill, d'ailleurs, en profite chaque fois qu'il le peut pour caser le perturbation dans ses propos de manière à faire rire les dames Montessori, comme il dit. Une ambiance assez étonnante. Il y a là beaucoup de gens qui sont issus de ce qu'on appelle la théosophie. La théosophie, c'est une sorte de syncrétisme religieux qui prétend faire l'unité de toutes les religions dans une espèce de générosité. Voilà, il y a là des gens qui sont issus du courant franc-maçon, comme De Crowley. Ils sont des rationnels qui ne se retrouvent absolument pas dans la philosophie, mais tous ces gens-là sont là ensemble et ils créent la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Ils se donnent comme objectif une éducation qui forme chacun à l'autonomie et qui forme toutes et tous à la solidarité. Cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle va organiser un certain nombre de congrès régulièrement tous les ans. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle va occuper la scène politique pendant cette entre-deux-guerres. Et dans les années 1925-1930, on voit apparaître cette idée d'une éducation populaire. Mais cette idée, comme l'a dit François Moreau il y a un instant, ne va se concrétiser que dans les années 1936, au moment de l'arrivée du Front. Alors 1936, vous avez tous en mémoire votre cours d'histoire, c'est quoi? 1936, c'est d'abord la queue de comète de la grande crise économique de 1920. Une grande crise économique qui a mis l'Europe et les États-Unis complètement à terre. Une grande crise économique pour laquelle, évidemment, comme chaque fois qu'il y a une crise, on va chercher un bouc émissaire. Le bouc émissaire en Allemagne, vous le savez, c'est les Juifs. Le bouc émissaire en France, ça va être les uns ou les autres. On voit monter des formes d'exclusion qui menacent la... 1936, c'est des bruits de bottes à l'extérieur. François l'a dit, on sent que la guerre est proche. 1936, c'est aussi à l'intérieur ce qu'on pourrait appeler la montée de la peste brune. La peste brune, c'est-à-dire une extrême droite extrêmement violente, extrêmement dure, qui défile dans Paris, les Croix de Feu par exemple, qui exige une sorte de retour à un régime ultra-autoritaire qui réfute l'idée même, la possibilité même de la démocratie. Les bruits de bottes à l'extérieur, la peste brune à l'intérieur. 1930. Mais c'est aussi 1936 un immense espoir. C'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire avec Léon Blum, président du Conseil, et avec un homme dont l'importance est exceptionnelle dans l'histoire de France, et pour nous, éducateurs en particulier, avec l'arrivée de Jean Zay comme ministre de l'Éducation nationale. Alors Jean Zay n'est pas un enseignant. Jean Zay est un journaliste de profession, un journaliste du nord de la France, mais très sensible aux questions éducatives et qui a beaucoup travaillé sur les questions éducatives. Il va prendre ce poste de ministre de l'Éducation nationale, des Beaux-Arts, du sport. Il a la culture, le sport et toute une série d'autres choses, et il va l'investir d'une manière extraordinaire, et il reste probablement dans notre histoire le ministre de l'Éducation qui a le plus marqué notre institution. C'était difficile pour lui, comme vous le savez peut-être, le Front populaire n'avait pas la majorité à la nationale, il a fonctionné essentiellement par décret. Ça a été compliqué pour Jean Zay, mais néanmoins l'œuvre de Jean Zay est absolument colossale. Jean Zay va d'abord achever l'unité du système scolaire français. Vous savez que, contrairement à ce que l'on croit parfois, Jules Ferry n'a pas complètement fini le travail du système scolaire français. Après Jules Ferry, il y a bien la communale, où vont tous les ans, mais il y a aussi à côté de la communale ce qu'on appelait les petits lycées, qui étaient des écoles publiques payantes, qui permettaient d'accéder à partir de la 7e, à l'époque 7e,
à la 6e et au lycée. Il y avait donc un vrai système dual, la communale pour les du peuple, le petit public mais payant pour les enfants de la bourgeoisie. L'unité du système scolaire n'est pas réalisée, elle va se réaliser progressivement et c'est Jean Zay qui va décider clairement qu'il n'y aura plus d'un côté la communale pour les enfants du peuple et de l'autre côté le petit lycée pour les autres, qu'il y aura une école unique. Cette école unique, beaucoup de ceux et celles qui avaient fait la guerre de 14-18 la voulaient. Il y avait eu un mouvement important qu'on appelait les compagnons de l'université nouvelle, dont le slogan était « Les fils et les filles de ceux qui sont morts dans les mêmes tranchées doivent pouvoir étudier sur les bancs de la même école ». Cette école unique, Jean Zay va la réaliser et il va y introduire une multitude d'innovations. Il va y introduire pour la première fois d'une manière systématique le PS. Il ne s'appelle pas encore tout à fait le PS, mais c'est cela. Il va créer les conseillers d'orientation qui n'existaient pas à l'époque. Il va créer les ancêtres des conseillers principaux d'éducation qui n'existaient pas du tout à l'époque. Mais il va créer une multitude d'autres choses. Jean Zay va créer les radios scolaires, la radio scolaire, et il va utiliser les médias comme outil de démocratisation de la culture. Et puis Jean Zay va créer des manifestations culturelles. C'est lui qui crée le Festival de Cannes. Alors, pas du tout dans l'esprit du Festival de Cannes qui existe aujourd'hui. Le Festival de Cannes créé par Jean Zay est beaucoup proche du Festival d'éducation que les CMEA animent chaque année à Évreux et qu'il décline ici que du Festival de Cannes, Paul, que nous connaissons et que les médias nous renvoient aujourd'hui. Il va créer tout cela, il va révolutionner l'éducation nationale et il va donner à l'éducation nationale un élan nouveau. Et puis il va avoir, avec toute une série d'autres, des associations qui existent déjà, comme la Ligue de l'enseignement, il va avoir une idée très forte qui est de dire le service public d'éducation, ça n'est pas simplement le service d'État de l'école. Vous savez, quand on parle service public, en général, on identifie service public et service d'État. On dit le service, c'est les fonctionnaires. Et Jean Zay va dire le service d'éducation, ce ne sont pas simplement les fonctionnaires de l'école, c'est aussi les partenaires du service public d'éducation que sont les associations. Et là, il prononce le mot et il les identifie clairement comme telles, d'éducation populaire. Ces associations d'éducation populaire, elles, pour lui, de la société civile, et elles vont devoir, non pas compléter l'école, ce n'est pas la roue de secours de l'école, elles vont, à côté de l'école, assumer un rôle éducatif pour une éducation globale de l'enfant. Cette idée d'éducation globale est très importante. La fondatrice des CMEA, Gisèle de Failly, dira « L'éducation est de tous les instants globale, une éducation qui prend en charge la totalité de la personne. On ne découpe pas l'enfant en tranches. Il n'y a pas d'un côté l'enfant dans sa famille, l'enfant à l'école, l'enfant dans ses loisirs. Il y a un enfant global, c'est celui-là qui existe, le seul, le vrai, c'est l'enfant. Et l'enfant global, c'est celui que l'ensemble des partenaires éducatifs vont contribuer à élever. Et Jean Zay propose qu'à côté du service public d'État, il existe un service public associé au service d'État, que sont les associations d'éducation populaire, parmi lesquelles la Ligue de l'enseignement, mais vous en connaissez des tas d'autres, la Roéven, les Francas, je ne les détaille pas, il y en a de nouvelles créées depuis lors et encore récemment, puisqu'on rejoint l'éducation populaire, des associations comme ATD Carmonde ou des associations plus centrées sur l'éducation, je pense à la FEV par exemple, que vous connaissez peut-être et qui s'occupe d'aide et de mentorat scolaire. C'est important de rappeler cette origine de l'éducation populaire et c'est important de rappeler qu'elle n'est pas à l'origine une sorte d'officine prestataire de services qui viendrait là pour combler des trous. Elle est reconnue comme un partenaire éducatif de plein droit et de plein exercice, présent dans les quartiers, dans les campagnes, présent à côté des écoles, présent dans les écoles elles-mêmes, présent au sein des municipalités. Ces mouvements d'éducation populaire sont reconnus leur force et leurs compétences comme étant partie prenante d'une véritable éducation pour toutes. Alors, pour développer ce que c'est que l'éducation populaire, rapidement, cinq thématiques que je vais brièvement reprendre une par. Qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation populaire? Dans l'éducation populaire, il y a d'abord éducation, évidemment, et on va en parler. Dans l'éducation populaire, il y a populaire. On va voir qu'est-ce que c'est populaire aujourd'hui. Dans l'éducation populaire, il y a le souci, mais c'est pas grave, permanent, d'aller
vers. Et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Enfin, quatrièmement, dans l'éducation populaire, il y a la volonté d'accompagner les personnes tout au long de leur vie. Et au cœur de l'éducation populaire, il y a l'exigence d'émancipation de toutes et. Alors, on va reprendre ces 5 affirmations qui me semblent assez bien définir le périmètre de l'éducation populaire et son rapport avec le politique. Je dis le politique et pas la politique. Le politique, c'est-à-dire le souci de la cité. Évidemment, les associations d'éducation populaire ont des débats politiques, pas toutes de la même manière, l'échiquier politique, mais elles ont toutes un même politique c'est-à-dire de l'investissement dans la gestion et l'avenir de la cité. Alors, première, dans éducation populaire, il y a éducation. Ça paraît une banalité, c'est pas une banalité. Dès lors qu'on fait le pari d'éduquer, le choix d'éduquer, un de mes premiers livres et un de ceux que je chéris le plus encore aujourd'hui s'appelait précisément le choix d'éduquer. Quand on fait le choix d'éduquer, on ne fait pas n'importe quel choix. On fait le choix de faire passer l'éducation avant la répression, l'exclusion, la ségrégation, avant toutes les autres formes de discipline sociale. On fait le choix d'une éducation comme étant un outil permettant la promotion de chacune et de chacun. Le choix de l'éducation, c'est un choix qui ne sélectionne pas ceux et celles que l'on doit. Il fait le pari que toutes et tous peuvent être. Le choix de l'éducation, c'est le choix de l'éducabilité de toutes et tous. Tout le monde peut apprendre et grandir, quelle que soit son origine, quelles que soient ses difficultés. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul individu sur Terre qui soit a priori exclu du cercle des humains. Chacune et chacun est bienvenu dans le cercle des humains. Et l'éducation, elle est sans condition. Elle est sans condition parce qu'on ne peut pas dire j'éduque ceux qui ou j'éduque à condition que. Vous savez, il y aurait une manière d'abolir l'éducation qui serait d'y mettre des préalables. On dirait par exemple, allez, si on est enseignant, je n'éduque que les élèves qui sont motivés. Voilà, c'est un préalable. Sauf que si on n'éduque que les élèves qui sont motivés, on n'a pas beaucoup de mérite à les éduquer parce que faire réussir les motivés, c'est pas très difficile. On peut réussir parfois à les faire échouer, mais bon, c'est pas très difficile. Vous savez, Platon écrivait sur le linteau de l'Académie où il accueillait les disciples, nul n'entre ici géomètre. Alors on pourrait, sur le linteau de chacune de nos classes, écrire nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé. Nul n'entre ici s'il n'est déjà attendu. Nul n'entre ici s'il ne sait déjà faire ses devoirs. Nul n'entre ici s'il n'est déjà autonome dans la gestion de son travail personnel. Alors on peut écrire ça, sauf qu'il y en a très peu qui vont rentrer. Ceux qui vont rentrer vont réussir, ça c'est sûr. Mais on oublie qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé les objectifs en préalable. La motivation, ce n'est pas un préalable de l'activité éducative. Je ne vais pas dire je n'éduque que les gens motivés. La motivation, c'est un objectif de l'activité éducative. Je vais motiver les gens qui ne le sont pas. C'est ça, mon travail. Et on voit bien que l'éducation ne peut pas mettre des conditions préalables. Dès qu'on met une condition préalable, dès qu'on met une condition, je n'éduque que cela ou que cela, on nie l'idée même d'éducation. On est dans la sélection, on est dans l'exclusion. Et puis l'éducation, c'est très exigeant, l'éducation, parce que je n'ai jamais le droit de dire de quelqu'un qu'il est inéducable. Je n'en ai pas le droit parce que je ne sais jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour l'éduquer. Oui, tant que je n'ai pas épuisé tous les moyens pour l'éduquer, je ne peux pas dire qu'il est inéducable. Et à quel moment je saurai que j'ai épuisé tous les moyens? Jamais. Il y a toujours des moyens que je n'aurais pas expérimentés, que je n'aurais pas imaginés, que je n'aurais pas trouvés. Donc, je ne peux jamais dire de quelqu'un il est inéducable. Je n'en ai pas le droit. C'est une contradiction dans les termes. L'éducation porte l'universalité comme projet. L'universalité au sens de toutes et tous peuvent accéder au savoir et partager les savoirs. Alors, qu'est-ce que c'est les savoirs? Les savoirs, c'est précisément ce qui est, comme le disait le philosophe Fichte, partageable à l'infini. Partageable à l'infini. Il n'y a d'autre limite au partage des savoirs que mon inventivité pédagogique et didactique. Les savoirs sont partageables à l'infini. Les croyances ne sont pas nécessairement partageables à l'infini. On peut avoir des croyances. Moi, je peux croire, par exemple, que je vais me réincarner dans une grenouille. On pourrait être quelques-uns dans l'Assemblée à croire qu'on va se réincarner dans une grenouille. On pourrait fonder un club, avoir notre page Facebook. Les gens qui pensent qu'ils vont se réincarner. Vous pouvez remarquer que personne ne peut me prouver le contraire. Personne ne peut me prouver que c'est vrai, mais personne ne peut me prouver que c'est faux. C'est propre d'une croyance. On ne peut pas prouver que c'est vrai, on ne peut pas prouver que... Donc, croire se réincarner dans une grenouille, bon, c'est une adhésion. Voilà. En revanche, le théorème de Pythagore,
Ça se démontre. C'est partageable à l'infini. La différence entre je vais me réincarner dans une grenouille et dans un triangle, le rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de côté, c'est que d'un côté, du côté de la croyance, on est dans le communautarisme, de l'autre côté, on est dans quelque chose qui est partageable à toutes et tous. Et le projet de l'éducation, c'est de ne laisser personne en dehors de ce partage. Et l'éducation populaire, d'entrée de jeu, elle dit le partage des savoirs et de la ne doit laisser personne de côté. C'est son projet, un projet radical. Dans l'éducation populaire, donc, il y a et dans l'éducation populaire, deuxièmement, il y a populaire. Alors, ce mot est aujourd'hui utilisé par des tas de gens et ailleurs. Peut-être on pourrait le distinguer d'un autre mot qui est proche, qui serait le mot populiste. L'éducation populaire n'est pas démagogue. Elle ne va pas chercher à satisfaire les pulsions primaires des individus en leur donnant une culture au rabais. L'éducation populaire va faire le pari que tous les êtres peuvent accéder à une culture exigeante. L'éducation populaire va lutter contre toutes les simplifications, contre toutes les caricatures, contre tous les slogans falsificateurs de l'histoire, contre tout ce qui serait aujourd'hui appelé une théorie du complot. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? C'est une thèse populiste. C'est une thèse qui fait plaisir aux gens. Le bouc émissaire, par exemple, ça fait plaisir aux gens. C'est facile. Il y a un problème, on désigne un émissaire. Parfait. On n'est plus responsable, concerné, c'est facile. Ça, c'est du populisme. L'éducation populaire refuse cette simplification. Elle refuse de prendre les gens pour des imbéciles. Elle fait le pari que les gens peuvent comprendre. Ils peuvent être intelligents. Que ça permet de ça, que c'est relié à ça. L'éducation est le pari de l'intelligence. Fait le pari de l'intelligence. Elle ne flatte pas les individus dans ce qu'il y a de plus facile, de plus simpliste, de plus bassement démagogique. Elle va s'efforcer de leur proposer ce qui va leur permettre de s'exaucer, de s'élever, de se dépasser. C'est pour ça que l'éducation populaire va être sensible aux formes de culture les plus élevées. Parmi les grands personnages emblématiques de l'éducation populaire, il y a qui? Jean Vilar, par exemple, le festival d'Avignon. Jean Vilar qui fait du Festival d'Avignon un lieu où il veut accueillir, CMEA encore chaque année, des jeunes et des moins jeunes qui sont les plus éloignés de la culture et à qui on va proposer des formes exigeantes. L'éducation populaire va être aussi à l'origine de toute une série d'initiatives fantastiques. Parmi les grands personnages de l'éducation populaire, il y a Hubert Beuve-Méry. Alors, certains ont peut-être entendu ce nom. Qui est Hubert Beuve-Méry? C'est le fondateur du journal Le Monde. Ce sont des gens qui croient à l'intelligence du peuple et qui ne cherchent pas à lui donner satisfaction à bas, mais cherchent à l'élever par une culture de qualité. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que, alors là, je vais citer quelqu'un dont vous avez évidemment entendu parler, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, 1964, première étude de Pierre Bourdieu sur la fréquentation des musées. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre Bourdieu, dans cette étude sur la fréquentation? Il dit, c'est pas parce qu'il y a des musées que les gens y vont. C'est pas parce qu'on ouvre de plus en plus de musées qu'il y aura de plus en plus de gens qui y vont. Il y aura les mêmes qui iront plus souvent. Ça, c'est sûr. Mais il n'y en aura pas forcément plus. Si on regarde, et c'est une étude que j'avais faite sur une région proche d'ici, la région Rhône-Alpes, si on regarde la question du théâtre, par exemple, on s'aperçoit que dans les 30 dernières années, on a multiplié par 3 à peu près les places de théâtre. Mais on n'a pas du tout multiplié par 3 le nombre de gens qui vont au théâtre. On a fait en sorte que les mêmes gens y vont 3 fois plus. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas de la démocratisation. C'est simplement le fait que ceux qui sont déjà sensibles à la culture, on leur en offre plus. Ce qui a amené Pierre Bourdieu à conclure son étude sur les musées par cette phrase extrêmement dure. Toute offre de biens culturels renforce les inégalités. Toute offre de biens culturels renforce les inégalités. Si on se contente d'offrir, ils vont aller, ceux qui savent déjà que c'est, ceux qui ont déjà été sensibles à la satisfaction que procure une culture de qualité. C'est la raison pour laquelle, dès le début, l'éducation qu'elle ne peut pas la demande. Il faut aller vers. Il ne faut pas se contenter de dire aux gens, on vous propose d'aller au théâtre. Ça ne sert à rien. C'est toujours les mêmes. L'éducation populaire se dit, trouver un moyen. Il faut trouver des médias pour que ceux qui n'y vont jamais puissent y aller. Alors comment? On va aller les voir. On va aller sur le terrain. On va les écouter. On va comprendre ce qui les préoccupe, ce qui les soucie. On va essayer d'être au cœur et on va essayer de leur montrer que ce qui les préoccupe, ce qui les soucie, ça peut avoir un écho dans des formes de culture et puis on va utiliser des formes intermédiaires, on va aller progresser. J'ai discuté hier avec des jeunes, en Radio Clapage, ils disaient, nous on pense qu'à travers le hip-hop, on peut accéder à la poésie. Et ils ont raison. Ils ont raison. À travers le hip-hop, on peut accéder à la poésie et à la grande poésie, à condition de partir de là où les gens sont, mais pas pour les laisser là où ils sont.
pour les aider à progresser. Moi, j'ai été professeur de lycée professionnel à l'époque où il existait des BEP. J'étais prof de BEP hors su, opérateur régleur de système d'usinage. C'était des gaillards qui n'étaient pas particulièrement sensibles à la poésie de Verlaine ou de Rimbaud, ni à la mythologie grecque. En revanche, ils adoraient les mangas. Ah, moi, on est parti des mangas. Pas pour rester sur les mangas, mais parce que les mangas, ils parlent de quoi aussi? Les mangas, c'est un univers post-apocalyptique. Vous savez que les mangas se sont développés essentiellement après Hiroshima, au Japon. C'est un univers post-apocalyptique où il y a le problème du pouvoir, ou le problème du sexe, le problème du genre. Il y a une série de questions qui sont posées sur la vie, sur la mort, sur l'éternité, etc. Et des mangas, on en est venu à quoi? On en est venu à la Théogonie d'Hésiode, le premier texte grec fonde la mythologie de ce peuple. Parce que oui, il y a des tuilages, et aller vers, c'est accepter de prendre les gens comme ils sont, mais pas les laisser là où ils sont, c'est les accompagner progressivement vers des formes exigeantes de culte. L'éducation populaire se propose d'aller, elle ne se contente pas de dire « venez », elle va. J'étais il y a quelques jours à Besançon. Les CMEA organisent avec un système de camions mis à disposition dans les lieux les plus démunis, petit Internet, et on va vers les gens. On n'attend pas qu'ils viennent, on va vers eux et on leur dit voilà, venez, on va essayer. Et puis on travaille à leur expliquer leurs droits, à partir de ce à quoi ils peuvent accéder. Aller vers. Ne pas se contenter de l'offre, créer la demande. C'est très exigeant cela. Ne pas se contenter de l'offre, créer la demande. Quatrième élément, dans l'air, il y a la personne tout au long de leur. L'éducation populaire est liée essentiellement à l'éducation permanente. Et les grands personnages, les grandes figures de l'éducation populaire ont été des grandes figures qui ont fondé le concept d'éducation et de formation tout au long de la vie. C'est quelqu'un comme Joffre du Masdier, par exemple, qui a montré à quel point, à travers le travail, mais aussi à travers les loisirs, tous les sujets pouvaient s'éduquer tout au long de leur vie. C'est la raison pour laquelle l'éducation populaire est sensible à tous les âges de la vie. Elle s'est d'abord tuée, c'est vrai, sous le Front populaire, au regard des politiques de jeunesse. Mais elle s'est très vite développée d'une manière beaucoup plus large sur l'ensemble. Alors, elle est sensible à l'accueil de l'enfant. Elle sait que accueillir un enfant dans le monde est compliqué. C'est compliqué. Qu'être parent, c'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui, ce n'était pas hier, c'est encore plus difficile sans doute aujourd'hui. Dans un monde où les sollicitations sont multiples, dans un monde où il faut apprendre à nos enfants qu'être frustrés de temps en temps, c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite et faire son caprice pour exiger chaque chose à chaque instant. Mais c'est difficile d'expliquer ça aux enfants dans un monde qui leur dit le contraire, qui leur dit « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce, mon petit ». C'est difficile. Donc l'éducation populaire s'intéresse à l'enfant, à l'accueil de l'enfant dans le langage, l'accueil de l'enfant dans le monde, l'accueil de l'enfant dans la ville. C'est Proudhon qui expliquait que quand il allait dans une ville, il regardait la largeur des trottoirs et il savait tout de suite si les concepteurs de la ville avaient le souci de l'éducation ou pas. Peut-être, la largeur des trottoirs, ça dit quelque chose, effectivement, sur le souci d'éducation que l'on peut avoir. Aujourd'hui, on voit dans certaines villes des parcs d'attractions avec des toboggans et des tourniquets. Je me dis qu'il y en a un peu assez quand même qu'on fasse tourner les enfants en rond, qu'il vaudrait mieux leur proposer des terrains d'aventure, par exemple, que des tourniquets. Voilà. Et l'éducation populaire, elle est sensible, elle est attentive. Pour elle, c'est fondamental cet accueil. L'éducation populaire est aussi sensible à la place de l'adolescent dans la cité. Un mot là-dessus pour dire qu'elle a été parmi les premières à dire attention, les adolescents, ça n'existe pas légalement, mais ça existe psychologiquement. Légalement, il n'y a que les enfants et les adultes. Légalement, vous êtes un enfant jusqu'à la nuit de 18 ans. La nuit de vos 18 ans, vous recevez le Saint-Esprit républicain et le lendemain, vous pouvez voter et vous êtes responsable. Ça, c'est une division pratique, commode, mais oublie qu'entre 10 et 8 ans, il y a 8 ans, où il se passe beaucoup de choses. Des années de découverte, ce qu'on appelle la socialité secondaire, au-delà des amis et de la famille. 8 ans sont des années de découverte de la sexualité. 8 ans qui sont des années de découverte de possibilités, mais aussi de danger. Mais on ne sait pas bien traiter les adolescents. La preuve, c'est que globalement, entre le règlement scolaire d'une classe de 6e et d'une classe de terminale, il y a vraiment epsilon d'écart. C'est quasiment le même. Quasiment. On fait comme si ça n'existait pas. Si entre 8 ans, il ne se passait rien. On ne prend pas en compte la réalité de l'adolescence, une adolescence qui explore, qui cherche, qui se construit, qui se socialise autrement que dans l'enfance, qui cherche aussi à transgresser, mais à transgresser sans pour autant se mettre en danger. Comment aider les adolescents à transgresser sans se mettre en danger? L'éducation populaire est très évidemment accessible aussi, évidemment, aux adultes. L'éducation populaire considère que
la formation ne s'arrête pas à 18 ans, qu'on peut continuer à se former. Et tous les gens de l'éducation populaire s'insurgent, comme l'avait fait Jacques Delors dès les années 70 dans le beau rapport « Un trésor est caché dedans », sur le fait que ceux qui profitent massivement de la formation continue en France et en Occident sont ceux qui ont déjà profité de la formation initiale. La formation continue, c'est essentiellement un plus à ceux qui ont déjà bac+4 ou bac+5. C'est pour ça que l'éducation populaire s'est battue et continue à se battre pour un droit à la formation tout au long de la vie. 20 ans de formation pour chaque personne, 20 ans dans sa vie. Et si on ne les prend pas au début, peut-être qu'on peut les prendre au milieu et pourquoi pas à la fin. Nous sommes sensibles à cela. Nous ne voulons pas que l'on arrose toujours là où c'est mouillé en donnant plus à déjà offrir des possibles aux adultes tout au long de leur offrir des occasions de découverte, mais aussi des occasions de changer. Nous savons aujourd'hui à quel point il n'est pas possible d'avoir le même métier toute sa vie. Mais ceux qui peuvent changer de métier, c'est qui? C'est ceux qui ont la formation pour ça, ceux qui ont le gingembre pour ça, ceux qui ont la chance de rencontrer des possibilités pour cela. Et nous savons bien que là, nous avons à activer des dispositifs pour permettre à tous les adultes de ne pas s'enquister, mais d'être tout au long de leur vie, pour qu'ils puissent tout au long de leur vie se dépasser. Et puis, l'éducation populaire s'intéresse aussi à ceux que l'on appelle, et j'en suis, des seniors, mais aussi les personnes âgées. Elle refuse qu'elles soient exclues de la vie en société. Elle considère qu'elles aussi sont une richesse extraordinaire et une richesse que peut-être il faudrait mettre en relation avec cet autre âge dont je parlais tout à l'heure, vous savez, les adolescents. Vous vous souvenez, l'histoire grecque, les âges de la vie marchent à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. À l'époque, il n'existait que 3 âges. L'enfance, on marchait à 4 pattes. L'adulte, on marchait à 2 pattes. Le vieillard, il marche à 4. Aujourd'hui, on a l'émergence de 2 âges intermédiaires. L'adolescence entre l'enfant et l'adulte, et puis aussi cet âge après une retraite, avant de tomber dans la dépendance. Peut-être ce serait intéressant de mettre en relation systématiquement ces 2 âges qui ont émergé. Et moi, je le racontais hier à des jeunes, une des expériences les plus intéressantes et les plus fabuleuses que j'ai vécues dans ma vie, initiée par l'éducation populaire, ce sont ces gamins de SECPA qui apprenaient l'informatique à des personnes des EHPAD, des gamins de très bas années qui apprenaient l'informatique à des personnes qui votaient plutôt Front National et qui se découvraient respectivement comme étant capables de s'enrichir, de s'apporter des choses et qui sont devenus pour certains des amis, de vrais amis. L'éducation populaire, elle est attentive à créer des rencontres, y compris des rencontres improbables. Et elle veut faire se rencontrer des gens qui habituellement ne se rencontrent pas parce qu'elle veut faire société. Et faire société, c'est faire se rencontrer ceux qui ne rencontrent pas. Faire société, c'est sortir d'un système de tubes où chacun est enfermé dans son tube et ne connaît rien du tube d'à côté. L'éducation populaire, elle veut créer des liens. L'éducation populaire, ce sont des tisserands, des gens qui tissent des liens entre les êtres, entre les groupes, pour sortir des ghettos, sortir des clans. Alors voilà pourquoi il faut accompagner effectivement les personnes de la vie. Et puis je voudrais terminer ces remarques liminaires, je regarde l'heure, terminer ces remarques liminaires par le 5e point, au cœur de l'éducation populaire, il y a l'exigence d'émancipation de toutes et tous. Émanciper. Alors émanciper, c'est pas facile, ça veut dire quoi? On pourrait rappeler et remonter à Kant, le philosophe, à qui on demandait qu'est-ce que les Lumières? Et il répondait par une formule latine, sapere aude, qui se traduit en français par « ose penser par toi-même ». Pense par toi-même. C'est ce qu'il appelait la maturité. Penser par soi-même, c'est être capable d'échapper à toutes les formes d'emprise, tous les gourous, toutes les pubs, tous les clans, tous ceux qui veulent nous imposer de penser comme eux et de ne pas examiner la réalité. Ose penser par toi-même. Alors bien sûr, on se heurte là à quelque chose de fort parce que nous devons penser par nous-mêmes. Comme le disait un grand pédagogue que j'aime beaucoup, Pestalozzi, et ça pourrait être un des slogans de l'éducation populaire. Il disait, l'éducation, c'est permettre à chacun de se faire œuvre de lui-même. Se faire œuvre de lui. Et se faire œuvre de soi-même, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Eh bien, d'abord, c'est pas facile parce que nous sommes faits. Moi, je suis un homme, je peux rien.
Blanc, j'y peux rien. De 72 ans, j'y peux rien. Je suis né à Alès et j'aurais pu naître à Carcassonne ou à Béthune, mais j'y peux rien. J'étais brun, plus. Bon. Mais je suis né avec un certain nombre d'éléments complètement contingents. Je n'y peux rien. J'ai vécu dans une famille d'extrême droite. Moi, je m'appelle Philippe à cause de Pétain. Bon, j'y peux rien. J'ai pas choisi mes parents. Hein. Je les ai pris comme ils étaient. J'ai été élevé dans le catholicisme traditionnel. J'y peux rien. Non, je vais pas me culpabiliser. J'y peux rien. C'est trouvé comme ça. C'est là contingent. Nous avons tous une situation contingente. Je suis fait. J'ai été fait par ma biologie. J'ai des prédispositions. J'ai des prédispositions à l'AVC, mon père a des morts, il faut que je fasse attention. J'ai des prédispositions à l'obésité, ma mère l'était, j'ai des prédispositions. Je peux rien, c'est comme ça. Je suis fait. Mais l'émancipation, c'est quoi? C'est répondre à la question, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'a fait? Qu'est-ce que je fais avec ce qui m'a fait? Est-ce que je reste fait par ces choses-là ou est-ce que je suis capable de m'émanciper, c'est-à-dire de faire quelque chose de moi-même qui n'est pas simplement le fait de m'enquister dans ce qui m'a fait? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux sortir de ce qui m'a fait? J'ai été de ceux qui, pendant longtemps, ont dit oui, le droit à la différence. Mais la différence, laquelle? Celle dont j'ai hérité et à laquelle je ne suis pour rien, ou celle que je revendique, celle que j'ai faite moi, ma différence à moi, quand je diffère, disait Jacques Derrida. Il y a la différence, différent, je suis un homme, je ne suis pas une femme, voilà. Mais ça, j'y peux rien. Mais il y a une différence où j'y peux. C'est celle que j'assume, celle que j'ai décidée. C'est ma différence que Derrida écrit non pas avec un E, mais avec un A. C'est le fait de différer, c'est-à-dire de poser ma propre différence par rapport à ce qui m'a fait. Ça, c'est les... Alors, au plan politique, l'émancipation, ça a voulu dire quoi? Eh bien, logiquement, ça a voulu dire permettre aux enfants d'ouvriers de ne plus être ouvriers, permettre aux esclaves de ne plus être esclaves, permettre aux dominés de ne plus être dominés. Mais là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que l'émancipation, c'est permettre à quelques dominés de devenir des dominants. Et puis, il y a ceux qui pensent que l'émancipation, c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de dominés et qu'il n'y ait plus de dominés. Alors, vous me direz, c'est pas facile, hein, mais quand même, différence importante. Il y a ceux qui se satisfont parce que quelques dominés deviennent dominés. Ça, quelques ouvriers deviennent patrons, quelques dominés deviennent sans satisfaits. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'une véritable émancipation, ça requiert autre chose. Ça requiert le fait qu'on va s'attaquer au rapport de domination et on va essayer partout où c'est possible de faire disparaître les rapports de domination. Rapports de domination entre les âges, entre les sexes, entre les fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de hiérarchie, ça veut dire que la hiérarchie ne sera plus dominante, c'est-à-dire ça ne sera plus un moyen de mettre les autres à notre service. Parce que le chef, ce n'est pas celui qui met les autres à son service, c'est celui qui se met au service des autres. Bien d'accord. Et donc, l'émancipation, c'est, au sens le plus fort, lutter contre toutes les formes de rapports de domination dans la... Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les humains que nous sommes, nous avons tendance à nous enquister dans ce que les philosophes existentialistes comme Sartre appelaient notre essence. Vous savez, c'est compliqué de devoir s'émanciper. Alors parfois, on préfère s'enfermer dans ce que l'on est pour ne pas avoir à devenir. S'enfermer dans ce que l'on n'est, pas avoir à devenir. J'ai agi un jour courageusement, je dis je suis courageux. J'ai plus besoin de le prouver. Je peux agir lâchement, je reste courageux. C'est pour ça que les humains, on aime tellement les titres, les médailles, tous ces trucs-là. Parce que ça nous donne une étiquette. Alors quand on a une étiquette, on est bien derrière ça. On adore être une essence pour ne pas avoir à risquer des actes nouveaux. Et ça, c'est un vrai souci, un vrai problème et c'est un vrai obstacle. Le fait de s'enquister dans une essence, ça nous empêche d'anticiper. Et alors, c'est d'autant plus embêtant que les autres ils disent, lui, il est cela. Mais il est cela, ben d'accord, c'est cela. Forcément, hein. Il y a là un phénomène qui est complètement contraire à la philosophie de l'éducation populaire et qui, je trouve, est très grave aujourd'hui, que j'appelle le phénomène de l'essentialisation. L'essentialisation. Ça consiste à enfermer les gens dans une étiquette, dans une essence. À dire, par exemple, cet enfant, c'est un dyslexique. Bon, d'accord. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'il est dyslexique. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir que c'est un dyslexique qui est passionné par les arts, qui s'intéresse au bol, qui vit dans une famille qui est comme ceci, et que je peux ne pas voir en lui que ses symptômes. Je peux voir en lui des ressources sur lesquelles je m'appuie. Un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, c'est de sortir de ce qu'on appelle le paradigme déficitariste. C'est le paradigme qui ne voit que ce qui ne marche pas chez les gens.
gens. Sortir du paradigme déficitariste, ça veut dire aller chercher les ressources. Moi, j'ai étudié, par exemple, vous connaissez ce que sont les TDAH, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. J'ai étudié les tests qui permettent de dépister les TDAH, qu'on appelle les tests de Conners. Ces tests de Conners sont tous des tests qui pointent ce qui ne va pas. Par exemple, on vous dit l'enfant il est incapable de tenir son attention plus de 5 minutes. D'accord, vous cochez. Mais est-ce qu'il y a une question qui vous dit y a-t-il un sujet sur lequel l'enfant est capable de maintenir son attention plus de 5 minutes? Non, ça y est pas. Parce que ce sont des tests déficitaristes. Parce que ce sont des tests qui ne s'intéressent qu'à ce qui ne marche pas chez les gens. Alors que ce qui nous intéresse, nous éducateurs, c'est pas de regarder ce qui ne marche pas, c'est de regarder ce qui marche pour faire marcher ce qui ne marche pas. C'est ça qui nous fera progresser et qui nous permettra de progresser. Et donc, l'éducation populaire, c'est le contraire de l'essentialisation. On ne réduit pas les êtres à leurs symptômes, a fortiori à leur couleur de peau, à leur origine. On dit qu'il y a toujours quelque chose qui déborde. Vous savez, on a fêté il n'y a pas très longtemps l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Il faut se souvenir des arguments forts qui ont été évoqués à ce moment-là. Pourquoi on a aboli la peine de mort? On a aboli la peine de mort parce que nomme Robert Badinter à l'époque un humain n'est pas réductible à ses actes, fussent-ils monstrueux. C'est-à-dire, même s'il a commis des actes monstrueux, il y a un débord, il y a un petit quelque chose qui fait qu'il n'est pas que ses actes monstrueux. Il y a un petit quelque chose en plus. Il est un humain. Et cette part-là, ce débord-là, fait que je peux m'adresser à lui en tant qu'humain et que je n'ai pas le droit de le dire. L'éducation populaire s'adresse au débord, à ce qui déborde de toutes les étiquettes, de toutes les assignations à résidence, de toutes les définitions définitives, de tous ceux qui enferment les gens. Lui, c'est un réfugié, lui, c'est un maghrébin, lui, c'est un autiste, lui, c'est ceci, c'est cela, lui, c'est autre chose. Ben, il est cela, mais il n'est pas que cela. Il n'est pas que. Il est aussi un humain à qui je peux m'adresser, avec qui je peux parler et que je dois intégrer dans le cercle de l'humain. Alors, je vais m'arrêter là pour cet exposé introductif. J'ai à peu près tenu l'horaire. Et puis, nous allons passer maintenant à un petit travail individuel, puis collectif. Parce que l'éducation populaire, c'est aussi une manière d'impliquer les gens dans leur propre émancipation. Voilà. Alors, ce petit travail, je vais vous l'expliquer pendant que Louisa et ses acolytes vont distribuer à chacune et chacun d'entre vous une étiquette. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez intervenir, hein, mais vous allez avoir une étiquette, chacune et chacun d'entre vous, et sur cette étiquette, il y aura un mot écrit. L'exercice est très simple, il va durer 3 minutes. Vous allez chacune et chacun rédiger une phrase qui commence par l'éducation populaire C et qui intègre le mot qui figure sur votre carte. Mais une phrase complète et qui a du sens. Une phrase, pas simplement un sujet, un verbe et un complément. Vous avez 3 minutes. Voilà, le temps imparti est terminé. Alors maintenant, nous allons procéder à la deuxième partie de l'exercice. C'est la plus acrobatique, puisque vous allez devoir trouver chacune et chacun 3 personnes, 3 mots différents du vôtre. Vous allez donc vous regrouper par groupe de 4. Vous avez le droit de vous déplacer autant que vous voulez dans l'amphi dès lors que vous gardez votre masque. Non mais attendez, laissez-moi finir parce que là, vous savez, c'est comme dans Pagnol, l'instit qui dit au gamin, tu vas aller à la boulangerie et avant même qu'il lui dise ce qu'il faut acheter, il est déjà là. Vous allez vous regrouper par groupe de 4 personnes qui ont 4 mots différents. Il est hors de question que dans le 4, il y ait 2 fois le même mot. Chaque groupe de 4 n'aura pas la même configuration puisqu'il lui a 8 mots. Voilà. Et chaque groupe de 4 va devoir réunir ces phrases et construire un paragraphe. Vous aurez 10 minutes pour ça, qui commencera par l'éducation populaire C et qui intégrera donc les 4 mots différents. Vous avez exactement 10 minutes à partir de maintenant. Vous pouvez vous déplacer dans la salle comme vous voulez. Gardez votre masque, s'il vous plaît, et mettez-vous par 4. Bien, je vais vous demander de mettre un terme à ce travail, mais de ne pas rejoindre votre place, de rester où vous êtes pour le moment. Alors, la suite de la matinée va se passer comment? D'abord, nous allons demander à 6 groupes de bien vouloir nous donner le résultat de leur travail. On ne peut pas le demander à tous parce que vous êtes trop nombreux. Ça va être 6 groupes volontaires. Ces résultats seront dactylographiés ici par Louisa et apparaîtront donc au tableau et seront l'objet d'un débat et d'une discussion entre nous. Ensuite, mais on verra quel est le timing exact, on vous projettera les questions qui ont été posées par les personnes à distance, mais ces questions, c'est vous qui allez y répondre. Voilà la suite de notre travail aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas désigner des groupes, mais les groupes volontaires, ceux qui acceptent de bien vouloir soumettre leur petit texte à la sagacité de l'ensemble des participants,
Allez, qui lève la main le premier? Oui, vous êtes super. L'éducation populaire, c'est prendre soin des uns et des autres, en lien avec soi-même et en lien avec le monde. C'est aussi de faire en sorte que des individus de tout milieu aient la possibilité de partager et donc que leurs univers entiers se rencontrent. L'éducation populaire est faite pour tous. Elle doit inclure quiconque et ne doit pas faire de différence entre chaque, qu'elle soit éthique, de sexe, de religion ou de culture. Dans le contexte actuel, l'émancipation par l'éducation des individus et de nos sociétés européennes doit s'appuyer sur le partage des visions du monde, des enjeux sociétaux majeurs et compréhension des enjeux géopolitiques. Merci. Vous allez monter le micro à vous-même, qu'il avait demandé très vite. L'éducation populaire est d'aller vers. Ça permet à chaque individu d'évoluer et de coopérer. Virgule, c'est leur apporter l'espoir. Alors, dans la pédagogie freinée, il existe une technique qui s'appelle le polissage ou la mise au point des textes, que nous n'aurons pas le temps de pratiquer, mais qui consiste à réagir ensemble et à suggérer à l'auteur ou aux auteurs des textes quelques petites améliorations qui permettent de rendre le texte plus lisible. On pourrait, s'il y en avait toute la journée, par exemple, faire ce travail. Ce serait très intéressant et tout le monde progresserait, mais nous n'en avons pas. En conclusion, Merci, super. On va juste prendre un troisième. On est désolé, on ne va pas pouvoir en prendre temps. On va juste prendre un troisième groupe, peut-être qui utilise des mots qui n'ont pas été jusqu'à présent mis en commun. Et puis, Isa projettera les 3 textes qui ont été élaborés. Et merci infiniment à ceux et celles qui ont élaboré les textes et qui ont accepté de communiquer. L'éducation populaire, c'est l'exigence d'une coopération qui permet de s'élever en sortant de l'étape de l'inclusion pour tendre vers une éducation pour chacun. Merci. On va s'arrêter là si vous le voulez bien. Et maintenant, vous pouvez chacun et chacune reprendre votre place initiale pour la dernière partie de la matinée. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu. C'est vraiment très chouette que vous ayez accepté de jouer le jeu que nous vous avons proposé. Les organisateurs souhaiteraient qui n'ont pas lu leur texte, c'est-à-dire l'immense majorité, puissent, sortant, laisser leur texte écrit sur un petit morceau de papier à Louisa qui est là. Puissions les compiler, si c'est possible. Alors, avant de passer au maintenant, je voudrais vous interroger rapidement. Vient de se passer petit temps. Réa a déjà beaucoup parlé. Allez, alors, on fait un que les spécialistes appellent métacognition, ce qu'on vient de faire, qui vient de se passer dans notre tête. Quand même la moindre des choses dans une formation d'adulte. Vous avez... Moi, ce que j'en ai retiré, c'est que ça a créé un mélange de plusieurs personnes qui viennent d'univers d'établissements différents pour créer, avec une coopération, du coup, un travail qui mène vers un résultat. Merci beaucoup pour cette belle interprétation de l'exercice. Rajouter quelque chose? Comment il a vécu le moment? Je trouve intéressant de donner la minute d'échange, pas la parler ticket, malgré le mettre en œuvre, on est très régulier au cadre et il a. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux autres remarques? On peut encore circuler tout au fait au fond. Alors, le porteur de micro va avoir une prime. Concernant l'intervention de madame, bon, d'accord, c'est la base des rencontres. Savez-vous que la bienséance de nous, en tant que ME ou nature, déjà d'aller vers l'autre regard où on doit se retourner nous, l'autre quand on le revoit, on dit bonjour, un instant. Et voilà, moi je voulais intervenir là-dessus et de véhiculer aussi de la bienveillance, ça commence présent. Merci. En tout cas, c'est bien que les deux sensibilités s'expriment, que deux manières de fonctionner aient pu fonctionner. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, au fond, il y a un collègue qui lève la main. Je dis merci beaucoup. Alors, c'était que finalement, on avait des âges, on avait justement des points, on a des mots. Merci. Allez, dites-nous votre texte, mais on le prendra pas en note, mais ça nous fait du bien. Alors, le sujet de l'éducation populaire et l'impact sans une véritable comprendre une sorte de rentrée dans le monde de l'autre. Si l'on considère le soin passément entre notre singularité calculaire, notre exigence première pour une réelle de ne pas essentiellement, mais bien à leur particularité. Eh bien, merci de nous avoir lu ce texte. Hein. Est-ce qu'il y a encore une demande de prise de parole? Ce sera la dernière, s'il y en a une, sur l'exercice que nous venons d'effectuer. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole encore? Alors, s'il n'y en a pas, je vais reformuler, mais pas très différemment. Au fond, ce que nous avons essayé de faire, c'est sur un temps court, d'une manière un peu artificielle, nous sommes raisons assez différentes, de mettre en place une situation de coopération. Pour qu'il y ait coopération,
Vous l'avez lié, une préoccupation commune. Là, la préoccupation est venue avec le projet contre et de vous intéresser à cette éducation. Préoccupation. Pour qu'il y ait vraiment chacun à apporter, c'est la raison pour laquelle on vous a dû à chacun, on vous a demandé de réfléchir à l'utilisation, que vous ayez une approche, puis inclus dans le même paragraphe, de telle manière à contraindre, mais une belle contraindre aux quatre pays, d'apporter leur richesse et leurs ressources à la production. Là, au cœur même de la coopération. La réussite de chacun bénéficie et la réussite de ça, au fond, principe même de la. C'est ça que nous avons fait à ma part souvent et qui a été très bien formalisé par un collègue des États-Unis, Elliot Aronson, sous le nom de technique de formation puzzle. Le principe est très simple. Dans une classe, à n'importe quel auquel on a des groupes, à donner un travail individuel et à regrouper les personnes, chaque travail construise quelque chose de commun. Ce principe que disait aux États-Unis, au moment où l'on a mis ensemble les écoles américaines après la fin de la ségrégation scolaire, des gens qui venaient d'origine noire. Or, à ce moment-là, il y a eu une sorte d'effet contre-productif. C'était les adversaires qui disaient, voilà, ensemble, ça violent. Et Aronson a proposé systématiquement la classe puzzle, enseignant 3-4 élèves, les élèves à 3, 4, 5. Et ce qui est intéressant, c'est que nous bénéficions aujourd'hui d'un recul relativement important d'expérience. Il y a eu un cohorte 30 ans, 14. Le cohorte 30 ans montre que la technique, non seulement de faire baisser très, très fortement la violence, de faire augmenter le niveau intellectuel et la réussite scolaire des élèves, mais de créer aussi un climat de coopération autant bien au-delà de l'exercice en question. Voilà, donc petite voix et du comment qui a aussi servi de pause dans cette matinée un peu dense. Alors nous sommes à distance et je vous propose que ce ne soit pas moi, mais vous qui répondiez à ces questions. Et là encore, je vais mettre un porteur pro. Alors Nicolas, la première question, à l'heure où les grands communicants travaillent à faire avaler ça va bien comprendre, pas un sable d'opérer les dominations. Alors, se sont concernés par d'une manière ou d'une autre, apporter sinon une réponse, du moins une réflexion personnelle. À mon avis, quand il parle de grands communicants, il parle des médias en général, de télévision, journal, tout ce qu'on voit en continu. À mon avis, on doit individuellement, chacun doit se renseigner avec des journaux, par exemple, indépendants, avec des sources. Chacun devrait lire, chacun devrait se renseigner, en tout cas, sur notre société, parce que quand il parle de domination, je pense qu'il parle des classes sociales qui sont à la tête du pouvoir. Et après, je sais pas, je comprends pas vraiment si mais à grande échelle, c'est compliqué de motiver les personnes à se renseigner sur ces classes de domination, car on ne peut pas savoir ce qu'est une classe de domination. Parce c'est un thème qui est tellement différent pour chacun de nous. Mais en fait, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui essaie de m'aider à se répondre un peu vaste. Ok, en tout cas, merci d'avoir pris la parole pour réagir. Ce n'est pas forcément répondre, mais réagir important. Puis le faire d'une manière coopérative, interactive. Oui. Moi, je pense, j'avais plus ou moins compris la même chose avec les grands communicants. Je pense, je suis aussi d'accord sur le fait que c'est difficile à grande échelle d'expliquer aux gens qu'il faut faire attention aux dominants, comme il explique, aux dominations et comme il et pour moi, c'est aussi ça part déjà dans les écoles où on pourrait expliquer aux enfants à faire la part des choses. Faire attention aux infox, surtout avec Internet en ce moment, à notre époque, et de développer l'esprit critique parce que je le vois avec les enfants que j'ai côtoyés, ils se fient à une personne et dès qu'ils voient une info, pour eux, elle est vraie, j'ai oublié le mot. Oui, mais je vous remercie parce que effectivement, je pense que ça réagit bien par rapport à la question qui nous est posée. J'ai vu qu'il y avait 2 autres personnes en haut qui souhaitaient réagir, une personne en bas qui a le micro. Quand vous avez le micro, allez-y. Bonjour. Justement, en fait, je rejoins la demoiselle qui parlait tout à l'heure. C'est juste, en fait, former les gens à avoir un esprit critique, de ne pas avaler n'importe quoi. Parce que les dominants, eux, la plupart du temps, tête du pouvoir, qui ont les moyens pour se payer des communicants pour toujours dominer le peuple à peuple, entre guillemets. Donc, quand on forme les gens à avoir un esprit critique à bas âge, et là, ça peut leur aider à quand même, la différence entre deux. Merci. Je crois que c'est en haut qu'il y a 2 dernières prises de parole. Je réagirai rapidement sur cette question et nous passerons à la suivante. Merci. Allez-y. Là, on a élargi à la question des médias. Ça marche très bien pour l'actualité puisqu'il y a une guerre au port d'Europe, des informations qui passent sens. On a vu avec la pandémie, même le consensus médical n'est pas opinionciel. Il faut vraiment, et Gérard Bronner a parlé, c'est la démocratisation, la libéralisation des médias. Internet, il n'y a plus qu'un seul canal pour savoir la vérité. Et avant, autant la télévision, de chaîne sur chaîne, maintenant on a tout un bouquet, puis maintenant il y a Internet. Et alors là, on peut trouver tout et n'importe. Et l'esprit, ce serait d'essayer d'apprendre, ce serait d'apprendre
à quel est, est-ce que cette personne-là qui pense ce biais-là, si j'ai de l'autre côté, est-ce que j'aurais pas, on a tous tendance, mais dans notre propre, je pense confirmer ce que, et ce qu'il faut, c'est chercher, non, à l'un, chercher l'autre. Je suis de droite, donc je regarde que des choses de droite. Et donc, je suis convaincu d'avoir raison. En fait, croiser les sources, apprendre à penser contre soi, ça devrait être une base aujourd'hui, devrait être enseigné de l'enfance, l'éducation à l'intérieur. Merci. Il y a une autre personne à côté de vous qui, je crois, demandait la parole. Et puis, on va s'arrêter là pour cette question. Merci. Ça va être un petit peu redondant par rapport à ce que vient de dire notre camarade. Je voyais aussi cette question par rapport en termes de grands communicants, pas seulement les médias nommés, mais l'ensemble des sources que quiconque peut trouver, moment, etc. Là où je voulais en venir, c'était simplement le fait que lorsqu'une information, quelle qu'elle soit sa nature, est le plus souvent répétée, amplifiée et répétée sur tous les canaux possibles et imaginables, cette information devient dominante et donc devient entre guillemets une vérité puisqu'elle est partagée et connue de la plupart des personnes qui ont eu accès. Cela ne fait pas de cette information un fait, mais une idée la plus communément répandue. Les idées les plus communément répandues ont été à une époque qu'on avait systématiquement inoculé un virus à des fins. C'était le discours dominant. Il a été impossible, très difficile de faire comprendre à une grande majorité de population que ce n'était pas le cas, mais que c'était simplement une lopée d'elle-même. Et deuxième point, lorsque les grands communicants travaillent à faire avaler l'impensable, il y a une intention, c'est que les grands communicants ont l'intention de faire avaler aux personnes qui ont accès aux informations l'impensable. Là, je pense qu'il y a une référence peut-être à la période politique, élection présidentielle en France, où ces médias véhiculent beaucoup d'idées qui tournent autour de l'intolérance et plus ces discours sont répétés, plus les personnes ont l'impression que c'est le thème majeur. Or, ce n'est pas le cas de toutes les catégories de la population, ce n'est pas le cas de toutes les catégories qui ont accès aux médias tels qu'Internet. La plupart des personnes interrogées en dessous de 35 ans, pour elles, les enjeux principaux, pour reprendre cet exemple, c'est le climat, c'est la précarité et le simple fait de se nourrir et de se loger. Ce n'est pas le fait de voir chez son voisin ou sa voisine un ennemi potentiel qui va nous piquer notre travail. Merci. De mon côté, deux remarques rapides autour de cette question. Première remarque sur la question des dominations. C'est une question très complexe, la domination, parce que nous sommes dans des réseaux familiaux, professionnels, amicaux. Il y a toujours des rapports, sinon de domination, moins de pouvoir, d'influence. Et lutter contre les rapports de domination, c'est s'astreindre à une lucidité quotidienne et extrêmement exigeante sur la manière dont nous nous situons par rapport aux autres. Est-ce que nous nous situons comme celle qui à un moment donné domine ou est-ce que nous nous situons échange? Je crois que si vous êtes le cas pour la plupart éducateurs ou éducatrices, vous avez forcément à gérer des groupes d'enfants. Et dans ces groupes d'enfants, il y a toujours des phénomènes de domination qui menacent. Moi, j'ai étudié, ça a été d'ailleurs les premiers travaux que il y a déjà bien des années, dans les années 80-2000, j'ai étudié le fonctionnement des groupes d'enfants et des groupes d'adultes au travail. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé que si vous donnez à 5 enfants, allez, de CE2, une tâche du type faites un panneau sur un papillon, un pays d'Afrique ou les vallées glaciaires, qu'est-ce qui va se passer dans l'immense majorité des cas? Il va se passer qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'imagination et sait écrire, il va écrire le texte. Quelqu'un qui a des images chez lui va les apporter. Quelqu'un qui sait dessiner fera quelques dessins. Et puis, il y en a un ou deux pas d'imagination, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas dessiner, qui n'ont pas d'image chez eux, qui ne vont rien faire. Parce que s'ils faisaient quelque chose, le résultat serait raté. N'est-ce pas? Et c'est vrai chez les adultes. Ce que j'ai pu montrer dans mes travaux, c'est que quand on met des gens au travail ensemble, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de régulation pédagogique. On assiste à une division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ne font rien et heureusement qu'ils ne font rien, s'ils faisaient quelque chose serait raté, et les gêneurs, on essaie de les refiler au groupe d'à côté, ou de les neutraliser. Voilà. Et ça, c'est des processus de domination. Et ce que j'ai montré, et qui est extrêmement préoccupant pour nous autres éducateurs, c'est que dès l'école primaire, et ça a été validé par mon collègue Serge Tisseron, qui l'a fait avec un regard clinique, dès l'école primaire, certains travaux de groupe ou certaines relations qui s'organisent entre les enfants font que certains d'entre eux vont intérioriser l'idée, d'autres vont intérioriser l'idée qu'ils sont des exécutants des manœuvres, d'autres vont intérioriser l'idée qu'ils sont des incompétents, ils ne doivent rien faire, et d'autres vont intérioriser l'idée qu'ils sont des gêneurs et ils vont faire le pitre pour empêcher le travail des autres. Et on s'aperçoit, parce que Serge Tisseron a fait un suivi de cohorte, on s'aperçoit que des enfants qui ont intérieur très tôt vont la garder et ils vont finalement reproduire à l'infini cette posture-là. Et vous voyez que lutter contre les rapports de domination, quand on se veut militant de l'éducation populaire, ça veut dire très concrètement, quand on travaille avec des gamins, quand on travaille avec des adultes, être attentif à ces problèmes, être attentif à la manière dont les groupes, dont certains vont prendre le pouvoir
en faisant taire les autres, dont certains vont s'accaparer l'influence sur le groupe en excluant d'autres. Et ça demande une vigilance de tous les instants, Parce qu'il y a bien sûr les rapports de domination qui sont dans le domaine macro-sociologique, rapports de genre, sexe, dynamique sociale, etc. Mais ces rapports-là, qui sont dans la macro-sociologie, on va les retrouver dans les gros groupes. On va les retrouver dès qu'on met 3, 4, 5 personnes à réaliser quelque chose ensemble. Et là, nous aurons besoin d'intervenir pour briser cela. Alors comment? Eh bien, les pédagogues ont réfléchi à ça par la rotation des tâches. Makarenko proposait que dans tout groupe d'enfants, il y ait un président d'un jour et que le président ne préside qu'un jour et que le rôle de président tourne pour que tout le monde à son tour exerce le rôle de président et ainsi de suite, que tous les rôles soient tournants pour que personne ne puisse s'emparer du groupe et s'enquister dans la position de celui qui décide en enquistant les autres dans la position de celui qui obéit. Donc vous voyez que bien sûr il y a la dénonciation des rapports de domination en termes macro, et d'aucune manière je veux dire que c'est anecdotique ou secondaire, mais j'insiste sur le fait que dans notre travail d'éducateur et dès l'école maternelle et peut-être même avant, il faut être vigilant à ces rapports de domination qui s'installent entre les enfants. Serge Tisseron a travaillé sur ce qui se passe dans les cours de récréation de maternelle avant que les enfants entrent à l'école. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que beaucoup d'enfants qui ont regardé la télévision avant de venir à l'école, parce que vous savez, entre 30 et 40% des enfants qui arrivent à l'école primaire et maternelle le matin ont regardé la télé avant, donc des dessins animés mal traduits du japonais, entrecoupés de publicité à un moment où l'enfant est en situation d'attention flottante, donc très disponible à la manipulation. Et qu'est-ce qu'il observe? Il observe que les enfants vont récupérer des identifications de certains personnages et qu'il montre très bien dans ce qu'il appelle le jeu des trois. Certains enfants vont intérioriser une posture d'agresseur et ils vont la garder, d'autres une posture d'agressé, ils vont la garder, et d'autres une posture de redresseur de tort. C'est le cas d'un petit nombre d'enfants qui vont chercher à refaire régner la justice. Et ce que montre Serge Tisseron, c'est que si on n'intervient pas, si on ne fait pas, et c'est ce qu'il fait faire dans le jeu des trois figures quand il fait jouer les enfants en intervertissant les rôles, agresseur, agressé, redresseur de tort, si on n'intervertit pas et si on ne fait pas jouer à chacun tous les rôles, les enfants, dès la maternelle, vont s'enquister dans un rôle. L'agresseur va devenir un agresseur à vie, ou en tout cas très longtemps. L'agressé va devenir un agressé pendant très longtemps. Et le redresseur de tort va se valoriser, mais il sera le seul à être dans cette posture-là. Et souvent, comme il ne va pas y arriver, il va se culpabiliser. Donc, vous voyez, les rapports de domination, ce n'est pas simplement au niveau macro, c'est aussi au niveau... Et puis, le deuxième aspect, alors sur les médias. Moi, je pense que la personne qui a posé cette question, ça a été relevé par plusieurs d'entre eux, est très sensible à ce qu'on va appeler une espèce d'intoxication par les fake news, les slogans, voire les théories du... Ça me renvoie à une question fondamentale pour l'éducation populaire, qui est l'écart entre ce que j'ai travaillé, le désir de savoir d'un côté et le désir d'apprendre de l'autre. On dit souvent que les enfants désirent apprendre. Moi, j'en crois rien. Je crois que les enfants désirent ça et plutôt savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre, c'est fatigant, ça demande des efforts, il faut gâcher du matériel, il faut perdre du temps, qui préféreraient savoir sans avoir appris. D'ailleurs, la technique leur offre une multitude d'occasions pour savoir sans avoir appris. Vous pouvez savoir le téléphone portable sans avoir appris comment ça marche à l'intérieur. Personne ne sait comment ça marche à l'intérieur, ce truc-là. Si, quelques-uns, très peu. Et puis ce truc-là, ça vous donne l'impression que vous pouvez tout savoir. Par exemple, vous avez une application qui vous permet, certains, quand vous croisez une plante, de la photographier et ça vous en dit le nom. Alors, vous êtes tout content, vous dites « je sais ». Ben oui, vous savez. Vous savez quoi? Vous savez le nom de la plante. Et alors, vous savez pourquoi elle est là? Vous savez à côté de quelle plante elle vit? Vous savez pourquoi elle a telle couleur? Vous savez de qui elle est parasitaire, support parasitaire? Vous savez quoi? On vous donne le sentiment que vous savez rien. Et surtout, et c'est ça qui est plus grave, en vous donnant le sentiment que vous savez, on vous empêche de chercher. C'est aussi le cas des moteurs de recherche sur Internet. Alors, je le dis très fermement, je sais qu'il n'y a plus personne dans la salle qui n'utilise Google. Vous avez tous bloqué toutes les opérations Google sur vos smartphones et ordinateurs. Vous savez, Google est un esclavagiste, puisque Google
utilise tout ce que vous lui dites et revend tout ce qu'il sait sur vous à des industriels pour organiser leur thé et faire de vous des cœurs de... Donc, vous avez bien fait. Supprimez si vous êtes sur Gmail, sortez de Gmail. Et n'utilisez ni Google Maps, ni le moteur de recherche Google, ni aucun système de Google. Vous allez utiliser des moteurs de recherche indépendants comme Ecosia, comme Qwant. En plus, Ecosia, ça plante des arbres, c'est très bien. Mais même vous utilisez, comme vous le faites, des moteurs de recherche indépendants, même si vous boycottez complètement Google, qui est votre cas, ce qu'il sera en tout cas à la sortie de cet amphithéâtre. Je milite beaucoup contre ce type d'hégémonie, même si vous utilisez Ecosia, qui est un très bon moteur de recherche en publicité, qui ne revend pas vos données, etc., etc. Quand vous tapez sur un moteur de recherche, qu'est-ce qui apparaît en tête? Ce n'est pas le plus vrai, c'est le plus séduisant. Le plus séduisant. Le plus séduisant, ce qui a des paillettes, quoi, ce qui est amusant, et ce qui est le plus souvent le plus simpliste et le plus démagogue. Pour comprendre vraiment les choses, il faut aller loin, il faut descendre. Puis chercher, confronter. Il faut sortir du désir de savoir vite pour rentrer dans le désir d'apprendre lentement. Alors ça, c'est un sacré challenge quand même. Parce que les gamins, aujourd'hui, ils veulent savoir vite. Et vous allez leur dire, il vaut mieux apprendre lentement que savoir vite. Apprendre lentement, c'est-à-dire chercher, confronter, étudier, demander, aller lire dans une bibliothèque et pas simplement sur Internet, etc., etc. Vous allez les mettre en situation d'être des chercheurs. Et l'éducation populaire, comme l'éducation nouvelle, a toujours milité pour faire de l'enfant un chercheur. Un chercheur. Pas quelqu'un qui se contente de savoir ce que va lui dire ce petit engin, mais quelqu'un qui va plus loin, qui ne se satisfait jamais de ce que les médias les plus simplificateurs et les plus démagogiques disent, et qui sont en général slogans populistes, pour reprendre la distinction que je faisais tout à l'heure entre populiste et populiste. Donc je crois que là, il y a un point très important aujourd'hui, comme l'a dit votre collègue, pour l'avenir de notre démocratie. Pour l'avenir de notre démocratie, permettre à nos enfants, à nos adolescents, non pas de se satisfaire d'un slogan, mais d'aller chercher, d'approfondir, de confronter, vous le disiez, avec des gens qui ne pensent pas comme nous, etc. C'est salutaire, et non seulement c'est salutaire, mais c'est la condition de la survie de nos démocraties. Voilà les deux remarques que je voulais faire. On va passer à la deuxième question, qui est une deuxième question extrêmement importante et qui va nous apprendre beaucoup de choses aussi. Comment, en voulant faire participer les publics au projet afin qu'ils s'émancipent, ne pas tomber dans l'injonction à la participation, on pourrait dire ne pas tomber dans une attitude un peu méprisante qui consisterait à dire si vous ne participez pas, vous êtes des nuls, etc., etc., qui est d'une certaine manière assez contre-productive au regard de ce que l'on veut faire. Alors, qui veut intervenir dans la salle sur cette question qui nous a été posée? Merci à la personne qui nous l'a posée à distance. Oui, il y a quelqu'un là-haut. Merci. Et merci aussi de jouer le jeu du dispositif que nous vous proposons aujourd'hui. Moi, ça me fait penser au secteur social et médico de là, mais en tout cas, je me dis que le risque que j'ai pu observer consiste à, sous couvert de bonnes intentions, de laisser la participation et de demander la participation des premiers intéressés à ce qu'on peut leur apporter ou leur proposer. On prend le risque aussi de considérer que s'ils ne demandent rien, c'est qu'ils n'ont besoin de rien. On prend le risque de considérer que quelqu'un qui n'est pas en capacité de demander, de participer, va forcément être exclu. Et je crains que ce soit aussi induit par une évolution du système de financement des établissements, services, en faisant de plus en plus la place à un système qui consisterait à donner aux individus des moyens financiers pour leur laisser le choix des prestations dont ils estiment avoir besoin. Mais c'est aussi
mettre tous ceux qui sont en difficulté pour faire ces choix de n'avoir rien. Merci de cette réaction. Est-ce que la question qui nous est posée évoque d'autres réactions? Je trouve que c'est une question difficile et importante à la fois. Donc, comment, en voulant faire participer les publics au projet afin qu'ils s'émancipent, ne pas tomber dans l'injonction à la participation? Donc, je pense que derrière injonction à la participation, il y a quelque chose qui peut ressembler à une forme de culpabilisation aussi. Si vous ne participez pas, vous êtes des mauvais, vous êtes des coupables. Comment respecter aussi le fait que certains, à un moment donné, ne vont pas nécessairement participer? Oui, il y a une demande de prise de parole ici au milieu. Je voulais citer quelqu'un, mais j'ai oublié, qui disait que pour moi, dans l'injonction à la participation, il fallait donner envie de participer. Il ne faut pas forcer avec les enfants, il ne faut pas les forcer à apprendre, il faut leur donner envie d'apprendre. Et il disait qu'on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Je sais plus. Et du coup, je pense que c'est pareil ici. On ne peut pas donner envie, on ne peut pas forcer quelqu'un à participer ou à apprendre. Il faut lui donner envie de participer. Et je l'ai vu d'ailleurs en travaillant en EHPAD, quand les collègues me disaient « mais si, prends-le, il reste dans son coin ». Je dis « ben oui, mais s'il a envie de rester dans son coin, moi si je fais une activité qui ne lui plaît pas, je ne vais pas le forcer à venir ». Du coup, le travail qui était à faire, c'était d'enquêter sur les envies. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole? Du coup, je me fais penser à l'école primaire, on prône la bienveillance et le respect du rythme des enfants. Et cette question me fait penser que du coup, il est important de faire avec les adultes ce qu'on prône avec les enfants et donc respecter le rythme et les choix des autres, sachant qu'on apprend à nos jeunes générations à faire des choix et avoir un esprit critique. Et donc, pour ne pas tomber dans l'injonction à la participation, il faut apprendre à respecter les choix des autres, comme on le fait avec les enfants. Merci. Merci. Très vite, de mon côté, quelques remarques, mais qui n'iront pas tellement plus loin que ce qui a été dit. Peut-être d'abord pour distinguer plusieurs types de réticence ou de refus à la participation. La réticence n'est pas le refus. Il peut y avoir une réticence à la participation qui est liée au fait que la personne ne se sent pas compétente. Elle a une image d'elle-même négative, fait qu'elle ne se voit pas intervenir quelque part où elle n'aura pas confiance en elle. Je pense à des parents de milieux populaires à qui on demande de participer à des activités en milieu scolaire et qui vivent avec une idée qu'ils ont été eux-mêmes des mauvais élèves et qu'ils n'ont pas leur place à l'école. Et je pense que quand il y a cette réticence à la participation, il ne faut peut-être pas être dans l'injonction, mais peut-être dans l'écoute et l'accompagnement. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut prendre le temps de comprendre pourquoi la personne est réticente, pourquoi elle ne veut pas s'engager dans tel projet, telle mère d'élève, elle ne veut pas accompagner tel gamin, il ne veut pas venir dans le coin cabane, tel adolescent, il ne veut pas participer au groupe de théâtre. Ce n'est pas forcément parce qu'il n'a pas envie d'y participer, c'est parce qu'il peut simplement ne pas se sentir légitime pour y participer. Et je pense que nous avons là un vrai travail et l'éducation populaire se donne cet objectif. J'ai parlé tout à l'heure d'aller vers ceux qui ne s'en sentent pas légitimes pour leur permettre de se sentir progressivement légitimes en leur apportant les étayages voulus. Étayage. Ceux qui parmi vous travaillent sur la psychologie connaissent le mot étayage et savent que nous le devons à un grand psychologue russe qui s'appelle Vygotsky. Vygotsky qui montre que pour que quelqu'un s'engage, il faut parfois étayer, il faut l'accompagner. L'enfant, avant de marcher seul, donner la main et puis à un moment, il faut la lâcher. Eh bien, il y a des gens qui ne s'engagent pas parce que précisément, il manque de confiance en eux et on peut parfois les accompagner, leur donner la main et leur permettre de s'engager. Et puis, il faut distinguer ce que j'appelle la réticence à l'engagement du refus de l'engagement. Et là, je pense que dans le refus de l'engagement, il faut effectivement éviter l'injonction. Il faut éviter l'injonction et comme le collègue l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il faut inventer de nouvelles propositions. Une anecdote. Moi, j'ai été dans une vie antérieure vice-président de la région Rhône-Alpes et j'étais chargé de la formation. Et en particulier, je m'occupais de ce qu'on appelle mission locale. Mission locale, centre associé dans les quartiers qui accueille les jeunes un peu en difficulté, en errance, décrocheurs ou qui ne savent pas trop que faire de leur vie. Je réunissais souvent les gens qui font l'accueil dans les cas. Et ce qu'ils me disaient, c'est on propose des choses aux jeunes. On leur propose un stage, on leur propose un métier, on propose une formation, ils n'en veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas de réponse
autre que de dire on repropose autre chose. Voilà. Et un jour, je réfléchissais avec eux et il m'est venu, mais aucune et aucun d'entre vous ne peut s'en souvenir, il m'est venu à l'esprit ces paroles d'une vieille chanson de Richard. Vous imaginez, hein, personne ici ne connaît Richard Anthony. Et Richard Anthony avait une chanson que je ne vous chanterai pas, rassurez-vous, mais surtout a cappella, qui était « Donne-moi ma chance ». Je disais aux formateurs d'émissions locales, chaque fois que vous voyez un gamin, même si vous dites « j'en ai rien à foutre, vous m'emmerdez », je veux rien faire, etc. Vous remplacez tout ça par une seule formule, Richard Anthony, donne-moi ma chance encore. Ça n'a pas marché, on recommence avec autre chose. Donne-moi ma chance encore parce que on en revient à ce que je disais sur l'éducation tout à l'heure. Éduquer, c'est tenter, retenter, réessayer. Ça ne va pas forcément marcher parce que les humains ne sont pas des objets. On ne fabrique pas des humains comme on fabrique des élastiques ou des jouets. Ça, c'est le docteur Frankenstein qui croit fabriquer des humains comme on fabrique des jouets. Ça lui a pas réussi. On propose à des humains des choses. Et si une proposition ne fonctionne pas, il faut inventer une autre proposition. Alors, des fois, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. Des fois, ça ne marche toujours pas. Alors, on se met en commun parce que si on est en commun, on est plus intelligent, il y en a plus de choses à proposer. On mutualise nos propositions et puis on continue à proposer parce que l'autre, il nous dit, même s'il nous dit « j'en ai rien à foutre et tu me fais chier », en réalité, ce qu'il nous dit et qu'il faut toujours entendre, c'est Richard Anthony qui dit « donne-moi ma chance encore ». Voilà. Donc, je m'arrête là, mais pas trop insister sur ces chanteurs du passé. Ils sont bien évidemment totalement oubliés pour... Voilà, on passe à la 3e question. Comment se libérer ? Oui, alors quelqu'un veut intervenir. On est sur la 3e question, oui, là. Hein. Alors, on va la relire ensemble quand même avant de vous donner la parole. Comment se libérer la personne du poids de l'empêchement, cette peur d'avancer dans laquelle on nous a cantonnés, qui parfois existe et peut peser sur nous toute une vie. À vous. Alors, comment je l'interprète? Comment se libérer? Donc, c'est de croire en soi. Et donc, en tant qu'enseignant d'une classe de CM1, en REP+, si j'ai des élèves qui s'empêchent de réussir, qui ne croient pas en eux, moi, mon travail, ça va être de croire en eux, hein, d'être persuadé, au-delà de leurs doutes, d'être persuadé qu'ils vont réussir et qu'ils peuvent en tout cas tout faire pour réussir. Donc, en plus de croire, il faut leur apporter tous les outils pour réussir. Des petites marches, au fur et à mesure, accepter qu'ils peuvent réussir. Voilà, moi, comment je l'interprète. J'irai croire en soi et croire à nos élèves, même s'ils ne croient pas en eux. Merci, c'est une très belle intervention. Avant de donner la parole à la collègue qui l'a demandé, qui est ici de l'autre côté, je voudrais juste rebondir un instant sur ce que vous dites. Pour aller souvent dans des classes où il y a des enfants en grand échec scolaire, des enfants qui n'arrivent pas à réussir, ce que j'observe, c'est que même les enfants les plus en difficulté, il y a une chose qu'à tous les coups, ils peuvent réussir. C'est quoi? C'est leur échec. Quand on ne peut pas réussir à quoi que ce soit, il y a une chose qu'on peut vraiment réussir, c'est à échouer. Voilà. Et c'est un pédopsychiatre que j'aime bien, Philippe Jamet, qui explique qu'il y a beaucoup d'élèves qui se revendiquent un échec parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent réussir. Il me donnait l'exemple de cet adolescent qui, en 4e, travaille 1h30 chez lui tous les soirs, qui essaye de faire des efforts et qui plafonne avec un 3/20 de moyenne. Au bout d'un certain temps, il dit « l'école, j'en ai rien à foutre ». Parce que c'est moins humiliant de dire « l'école, j'en ai rien à foutre » que de travailler et d'échouer. C'est moins humiliant. C'est moins humiliant de revendiquer son propre échec et de le jeter à la face des autres. Moi, j'échoue et j'en ai pas. M'emmerdez pas. Et là, nous retombons sur un élément que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'essentialisation. La personne qui s'essentialise et qui devient une personne en échec, s'enquiste dans cette idée qu'elle est en échec. Et là, je crois que vous avez parfaitement raison. Il y a 2 réactions à cela. Il y a le regard positif sur l'autre et il entend ce regard qu'on appelle l'effet Pygmalion. Je ne vais pas le développer, vous le connaissez. Mais il y a aussi la capacité à pointer les réussites. Et je pense que nous sommes souvent, très souvent, dans le paradigme déficitariste que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nos institutions repèrent chez les personnes ce qui ne va pas, mais elles peinent à repérer les petites réussites, surtout si ces petites réussites ne sont pas identifiées dans les programmes, si elles ne sont pas inscrites dans les progressions ou dans les référentiels. Mais notre travail, c'est quand même d'être à l'affût de ces réussites-là, parce que c'est à travers ces petites réussites qu'on arrivera peut-être à provoquer des grands. Voilà, c'était une remarque rapide, mais je donne la parole. En fait, vous venez de rebondir sur ce que je voulais dire. Ah, pardon. Moi, je suis professeure de lycée professionnel, donc oui. Les élèves qui sont dans l'échec, je les ai maintenant 10 ans que j'enseigne, et qui ne fonctionnent que par ça. C'est-à-dire qu'ils sont même en capacité
capacité de démissionner à 3 mois du baccalauréat, surtout depuis qu'on a supprimé ce fameux BEP. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire de master de MEF, le décrochage de ces élèves, avec une peur de l'échec, mais qui devient presque leur allié. C'est-à-dire, un jour, j'ai posé la question à une de mes élèves, tu réussissais. Et elle m'a dit, c'est pas possible. Et c'est compliqué d'accompagner ces élèves-là. Alors moi, ça me touche parce que je suis travailleur social de base. Et j'avoue que c'est compliqué parce qu'on a des élèves frappés par un parcours scolaire. Tout à l'heure, on prend en compte le rythme des enfants. Je suis pas d'accord. On nous impose encore ce fameux référentiel dont vous parlez, sans qu'on se préoccupe de qui il est et où il veut aller. Et c'est là où c'est intéressant, vous, dans l'éducation. J'essaye de monter des projets où ils ont envie de s'impliquer. Et la plus belle satisfaction, c'est le sourire à la fin de l'année. Peu importe qu'on ait validé un programme, on développé d'autres compétences, on développé en avant leur qualité, leur capacité. Mais madame, c'est nous qui... Oui, et c'est compliqué d'accompagner ces jeunes sur l'orientation. J'ai des élèves qui ont des rêves, ont des envies d'aller vers des métiers qui leur plaisent. Et on leur dit, oui, mais moi, de toute façon, je ne pourrais pas parce qu'on les a étiquetés toutes leurs... Et on n'a pas de levier parce qu'il n'y a pas de moyens. Quand on parle de politique, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se préoccupe de l'éducation, mais dans l'intérêt de nos jeunes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Il fait lien avec... Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais je vais vous raconter une histoire. C'est la mienne, orientée en 3e de transition. J'ai rencontré à un moment donné un organisme de formation qui s'appelle les CMEA. C'était en 79, ma formatrice est à côté de moi. C'était son premier stage en 1979. Et puis, effectivement, j'ai eu envie d'être éducateur spécialisé parce que j'ai eu 0 sur 120 au concours d'enseignant en orthographe. C'était un petit peu compliqué. Ça ne m'a pas empêché, effectivement, de faire l'école d'éducateur ici même, à Montpellier, il y a presque 40 ans maintenant, d'être aujourd'hui directeur d'un établissement médico-social, de travailler en DITEP, dispositif, alors c'est peut-être pas pour rien que je suis en DITEP, en dispositif éducatif, thérapeutique et pédagogique. Voilà, je voulais simplement vous faire part que je pense que ces questions d'empêchement, elles ne peuvent pas s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas d'abord une certaine temporalité, une certaine maturité, dans quelque chose qui est une formation tout au long de la vie, puisque j'ai pu valider une licence de sciences de l'éducation avec Philippe Mérieux qui est en face. Il ne s'en souvient pas parce qu'il y avait 1500 élèves à ce moment-là à Lyon, mais j'ai pu faire une maîtrise, avant on appelait ça une maîtrise de gestion. Je pense que la formation tout au long de la vie est aussi un formidable élan pour sortir de l'empêchement. Je pense aujourd'hui que ce qui est important aussi, c'est à un moment donné d'avoir pu rencontrer des gens qui travaillent sur le sentiment d'estime de l'autre, le sentiment d'estime de soi-même, c'est indispensable, mais ça demande, j'allais dire, quelque chose qui s'inscrit dans la temporalité. Et aujourd'hui, la question de la temporalité, de l'immédiateté, elle est sacrément à interroger. Et si on ne fait pas ce travail-là, ça reste aussi en lien avec la première question. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne veut pas tomber effectivement dans quelque chose qui nous met à mal, c'est-à-dire l'immédiateté, il faut qu'on retrouve des espaces de temporalité où on prend soin de la relation des uns aux autres. Moi, j'y crois beaucoup et je pense que c'est extrêmement nécessaire aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Autre intervention sur cette question importante de l'empêchement. Merci encore aux collègues à distance qui nous ont fait réfléchir à travers leurs questions. Oui, une demande de prise de parole tout au fond. C'est un témoignage. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup raté l'école, gros nul. J'étais le Mongol. Bon, lui, il est nul. C'est par des réussites via le sport, professeur de géométrie quand j'étais en collège, le dessin. Et puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, t'es pas plus bête qu'un autre, pourquoi pas. Et je l'ai eu avec mon CMEA, moniteur éducateur, pour donner de l'espoir aux nouveaux jeunes, pour dire non, c'est nul, il y a peut-être des choses qu'on aurait dû voir autrement. Parce que vous dites depuis tout à l'heure, en fait, parce que via le sport, moi, ça a été les arts martiaux, mais d'autres, ça peut être le théâtre. Il y a quelque chose, voyons-nous, fort, qu'on arrive à développer, une résilience. Et ça, à la bonté et à la forte formation, futurs enseignants. Vous êtes tous des ressources. Moi, c'est ce que j'aimerais un jour, un jeune dans la vie, je peux donner, rendre ce qu'on m'a donné. Merci. Et nous allons passer, parce que le temps tourne, il y a une petite demande de prise de parole devant, une derrière. Alors, 2 petites, mais rapides, parce qu'il nous faut passer à la 4e question. Beaucoup des personnes qui sont ici sont des fracassés de l'éducation nationale et de l'éducation tout court, et ont choisi l'éducation populaire comme un outil pour redresser les torts d'une société. Et le sujet de cette conversation, c'était éducation populaire et politique, mais je pense que notre rôle politique là-dedans, il est clairement exprimé ici, et je voulais aussi souligner ça. C'est qu'on avait peut-être toute envie de progresser, mais en dehors des carcans et des cadres qui nous ont fracassés auparavant. Merci. Et une dernière intervention devant.
Et puis, nous passerons à la 4e et dernière question. Très bref, c'est juste que ça me fait penser à une citation, je crois que c'est Einstein, qui disait tout le monde a du génie en lui, sans exception. Le seul problème, c'est que si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, on le fera passer. Donc c'est... Merci, merci. 4e et dernière question. Et là, je pense qu'il y a dans la salle des gens qui vont pouvoir répondre. Comment les institutions, les centres de formation et les employeurs mettent-ils en œuvre des politiques d'éducation populaire à visée émancipatrice en direction des publics, des apprenants et des salariés? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour ça? François Moreau. Comment les institutions, les centres de formation mettent-ils en œuvre des politiques d'éducation populaire à visée émancipatrice? Visée émancipatrice, je vous le redis, c'est visée de dépassement de soi, dépassement, sortir des déterminismes. L'émancipation, c'est sortir des déterminismes, sortir de tout ce qui nous empêche, nous empêtre, sortir des sables mouvants dans lesquels on est parfois pris, sortir de ces filets dans lesquels on est empêtré et qui nous rabattent toujours vers le bas pour essayer de penser par soi-même, de s'engager, de gagner sans pour autant opprimer les autres. Oui, vous vouliez reprendre la parole, madame, avec beaucoup de plaisir. Nous, cette année, on est sur un projet, sur un établissement scolaire. On travaille avec une association qui s'appelle la Production Le Baril sur Montpellier. Et mes élèves ont participé notamment à une rencontre intergénérationnelle entre des adolescents et des seniors, puisqu'ils vont se déplacer dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et l'objectif va être que ces élèves racontent l'histoire et mettent en scène l'histoire de ces personnes âgées, avec des élèves qui ne se sentaient pas au départ prêts à le faire parce que, comme vous expliquiez tout à l'heure, ne se sentent pas légitimes à faire du théâtre parce qu'il y a beaucoup de exprimer à l'oral. Et en définitive, c'est un projet que j'ai proposé. Alors, ça rebondit en même temps sur comment ne pas tomber dans l'injonction à la participation. On a présenté le projet, on a laissé les élèves décider de participer ou pas, mais on leur a demandé d'écrire ou de s'exprimer à l'oral par ce qui était le plus simple pour eux, du pourquoi ils ne souhaiteraient pas participer ou du pourquoi ils souhaiteraient participer. Et résultat, on a eu l'adhésion sur un groupe de 30 de 22 élèves qui vont encadrer quelques collégiens en plus dans le cadre de ce projet qui va finir au théâtre Jean Villard notamment et à la Bulle Bleue au mois de mai. Donc voilà, donc c'est un projet avec Madame Breton au CCAS et la Production Le Baril. Et donc notre établissement scolaire. Et je trouve que ça, j'ai des élèves très impliqués dans ce projet et qui prennent même du temps en dehors du temps scolaire pour continuer à rencontrer ces personnes âgées. Merci de votre témoignage. Merci infiniment. Une dernière prise de parole avant que concluions cette matinée de travail. François? Oui, alors, peu de temps pour réfléchir à la réponse à cette question difficile. On aimerait bien mettre en place au niveau des CMA des politiques d'éducation populaire. Mais le projet de Jean Zay, il est malheureusement combattu. Les CMA, nous ne sommes plus considérés comme institution et de formation. Nous sommes trop souvent considérés comme des prestataires de seconde zone. Et on a parfois des injonctions paradoxales qui nous financent ou on en discutait hier soir avec le CA entre le libéralisme et la bureaucratie. Mais néanmoins, on va finir quand même par un message d'espoir. Au quotidien, il y a des projets d'éducation populaire qui vivent. Et je salue, il y a pas mal de permanents CMA qui sont là. Si on n'y arrive pas toujours, parfois obligé de viser une certaine efficacité. Voilà, à Nîmes, des jeunes de l'école de la deuxième chance de Nîmes, madame d'ailleurs, vous avez et à Nîmes, on a dit toute leur vie, ils apprennent l'informatique. Chaque année, il y a des pépites de projets qui vivent au niveau des CMA, les valoriser, donc on essaie de le faire vivre. Ça, la question est beaucoup plus complexe. Merci. Je pourrais dire, dans le prolongement de ce que vient de dire François, que ce qui est en train de se passer ce matin, ce qu'on fait ce matin, c'est un peu quand même aussi ça. C'est un peu cet effort-là pour mettre en œuvre une éducation populaire à visée émancipatrice, pas simplement où vous venez chercher un savoir de la part d'un tiers, vous impliquez, vous êtes vous-même en situation de travail, produire, de répondre par d'autres et d'esquisser là une mise en mouvement. On va conclure par l'heure. Je voudrais, de ce matin, évoquer quelque chose que nous avons évoqué hier avec le Conseil CMA d'Occitanie, au moment où une personne nous a fait part de quelque chose qu'elle ressentait profondément dans la situation actuelle face en particulier à ce qui est en train de se passer en Ukraine, face à la montée de la haine, de la division, de la violence. J'ai un sentiment d'impuissance. Et je dois dire que moi aussi, il m'arrive d'avoir, face à ces situations tendues, compliquées, un sentiment d'impuissance. Je crois qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'éducatrice, nous devons savoir que notre pouvoir est en réalité immense. Même ne voyons pas les conséquences de ce que nous faisons. Fernand Deligny, qui est une des grandes figures de l'éducation populaire, a intitulé un de ses films « Le moindre geste ». Et j'aime beaucoup cette expression, le moindre geste,
Parce qu'une petite chose, une toute petite chose, dite à quelqu'un à un moment donné, ça peut changer sa vie. Ça peut changer sa vie. En tant qu'éducateur, nous avons le pouvoir de changer la vie des gens. Nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, mais nous ne sommes jamais sûrs que ça n'a pas marché parce que ça peut se répercuter et avoir des conséquences 5 jours, 5 mois, 5 ans, 50 ans après. Rappelez-vous de ce qui vous a vraiment marqué dans votre histoire. C'est peut-être des choses que l'éducateur, l'éducatrice vous a fait telle remarque, vous a donné tel conseil, vous a exprimé sa confiance. Il l'a oublié, lui, depuis très longtemps. Et pourtant, ça vous a profondément marqué. Et moi, je crois qu'il ne nous faut jamais oublier cela face à des situations difficiles, face au sentiment d'impuissance qui peut nous envahir. Jamais oublier que nous travaillons, comme disait Rabelais, avec des pierres vives. L'éducateur, disait Rabelais, c'est celui qui travaille avec des pierres vives, des pierres vivantes, et qui continue à vivre au-delà de nous, au-delà de notre présence, de sa présence avec nous, de leur présence, et que nous avons ce pouvoir extraordinaire de leur donner parfois des raisons à ces pierres vives de mieux vivre. Voilà. Si simplement ce message-là, nous l'avions partagé ce matin, bien pas complètement perdu notre matinée. Moi, je vous remercie de tout cœur parce que vous avez joué le jeu. Je remercie de tout cœur les collègues à distance de nous avoir posé les questions et d'avoir joué le jeu aussi. On a essayé de mettre en place qu'il soit le plus interactif possible. Vous avez été partie prenante de cela. Merci, bon courage à vous, bonne continuation et en attendant, bon appétit. Et ceux et celles qui ont rédigé un texte et qui l'ont sur un bout de papier, les textes avec 4 mots, oui, vous pouvez nous rendre les mots si vous voulez aussi, mais on pouvait vous en faire cadeau également. Ceux qui ont rédigé des textes sur des bouts de papier, vous pouvez éventuellement les laisser